Est-ce qu'il y a plus de personnes dans le live? Je ne pense pas. Quel dommage. On va commencer à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Ça va être beaucoup plus intéressant maintenant. Je vais au début vous présenter qu'est-ce qu'un champignon tout simplement. Et si vous avez la réponse, déjà dites-le moi. Est-ce qu'il y a des personnes qui savent, est-ce que déjà un champignon c'est un animal ou un végétal? Voilà, petite question tranquille quoi. Aucun des deux, bien sûr, Vincent. Vincent, il est dans le game. Ouais, tout à fait, non mais Vincent a raison, c'est ni un animal ni un végétal, c'est-à-dire que c'est un règne à part. Donc on va appeler ça fonge ou soit règne fongique. Voilà. Donc nous, ce que l'on va cueillir lorsque nous allons en forêt pour pouvoir le manger juste après, c'est l'organe reproducteur tout simplement qui va sortir au bout d'un moment. Et on appelle ça le sporocarpe ou carpophore. Donc ça, que vous voyez à l'écran, c'est le sporocarpe ou carpophore. Disons que le sporocarpe ou carpophore, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg, comme on dit, parce que bien sûr, il y a tout ce qu'il y a dessous. On appelle ça donc des ifs. Donc ça va être des filaments qui vont se propager en fait dans le sol. Et ce groupement de filaments, on va appeler ça le mycélium. Voilà, donc le mycélium, vous avez certainement dû déjà en entendre parler. Donc c'est ça, c'est le groupement de toutes ces ifs qui forment le mycélium. Ensuite, ce mycélium là, il peut y avoir une connexion possible avec les arbres. Donc c'est-à-dire que là, il va y avoir quelque chose de symbiotique. Quand il y a connexion avec un arbre de manière symbiotique, il va y avoir création du réseau mycorhizien qu'on appelle, donc la mycorhize. C'est à la fois donc du champignon et de l'arbre. Parce qu'il y a certains champignons, on va le revoir juste après, qui eux sont des champignons symbiotiques et d'autres pas forcément. Alors pourquoi cette symbiose? Tout simplement pour un échange de nutriments. Parce qu'en fait les champignons sont dépourvus de chlorophylle. Contrairement à un végétaux qui lui va avoir de la chlorophylle, ils ne peuvent pas faire la photosynthèse. Si tu ne peux pas faire la photosynthèse, tu ne peux pas créer de sucre. Le champignon a besoin de travailler avec un végétaux ou alors de consommer un végétal, j'ai dit végétaux, ou de consommer un végétal pour avoir ces nutriments-là qu'il ne peut pas créer lui-même. C'est comme nous en fait, on appelle ça hétérotrophe, c'est le fait de avoir besoin de matière organique. Voilà, donc ça c'est intéressant, hétérotrophe. Nous sommes hétérotrophes, tout comme les champignons, voilà. Et en fait, des fois on a même le mycélium qui va rentrer donc dans les cellules de l'arbre. Et ça c'est assez fou quoi, c'est-à-dire que ils vont à la fois travailler ensemble du coup, mais là il va carrément être dans les cellules de l'arbre. Ce qui rentre dans les cellules, ils appellent ça les arbuscules, voilà. Je trouve le nom plutôt mignon quoi, arbuscules. Donc c'est des petits arbres quoi. Parce que ça rentre dans la cellule et ça fait un peu comme un arbre comme ça. Voilà, je pense que c'est pour ça. Les arbres, ils vont fournir le sucre aux champignons et les champignons vont fournir tout ce qui va être minéraux à l'arbre. Donc ça, c'est sympa c'est une entraide quoi, solidarité. Voilà, c'est super. C'est-à-dire que pour 1 mètre de racine d'arbre, il va y avoir derrière 1000 filaments fongiques. Donc c'est énorme. C'est énorme. Pour terminer cette introduction là, tout ce réseau mycorhizien, ce mycélium qu'on va retrouver, va interagir ensemble. Il va y avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des signaux chimiques entre eux. Entre les arbres à la fois s'il y a symbiose, tout ça, on appelle ça le Wood Wide Web. Donc c'est-à-dire l'internet des forêts. Voilà, on le compare à internet tellement il y a de transferts de signaux chimiques, l'envoi des nutriments comme j'en ai parlé tout à l'heure, des minéraux, etc. Ça fusionne, ça va très très vite. Voilà. On va rentrer dans les détails un petit peu de la phylogénétique, donc c'est-à-dire tous les embranchements qui expliquent le développement, dans quel groupe on retrouve les champignons. Mais ça va être intéressant pour la question, est-ce que les champignons plus proches de l'animal ou du végétal? À première vue, c'est pas très sympa, mais vous inquiétez pas, on va définir un petit peu. Eucaryotes. Eucaryotes, ça va être les organismes unicellulaires, donc c'est-à-dire une seule cellule, ou pluricellulaire, plusieurs cellules. Mais la cellule est composée d'un noyau et d'organites de respiration tels que les mitochondries. Restons au fait que eucaryotes, c'est des cellules avec des noyaux et des organites de respiration. Ensuite, on va aller donc avec les bicontes homicètes. Donc ça, homicètes, ce sont des champignons. Les homicètes, pour donner un exemple, je vais pas rentrer dans les détails de la physiologie de ces champignons-là, mais juste pour vous donner des exemples de ce que ça peut être. Ça peut être par exemple le mildiou qu'on va retrouver sur les patates, ou ça peut être aussi à la fois un parasite d'animaux, les eumycètes. Et donc eumycète, ça veut dire vrai champignon, parce que en latin ça veut dire vrai et mycète champignon. Et donc ensuite dans les eumycètes on a plusieurs classes. Et là il y a les métazoaires qui sont juste à côté. Les métazoaires, c'est ce qui va faire ensuite
tout le règne animal. Donc, nous sommes ici. Nous sommes des métazoaires. Voilà, tout simplement. Et donc, ça veut dire que les champignons sont plus proches de l'animal que le végétal. Et alors ça, c'est quand même fou. Quand on regarde un champignon, on se dit pas que c'est plus proche de l'animal que du végétal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, moi, c'est quand même génial de se dire que, génétiquement parlant, les champignons sont plus proches de l'animal. C'est quand même génial. Moi, ça me brain l'esprit, c'est fou. Donc, dans les eumycètes, nous avons les ascomycètes. Qu'est-ce que les ascomycètes? Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est-à-dire que durant la phase de reproduction sexuée, nous avons des spores qui vont être stockés dans des asques, et donc ça fait les ascomycètes. Les ascomycètes, ça va être tout ce qui va être pénicillium, par exemple Pénicillium roqueforti qu'on va retrouver dans notre cher Roquefort, que tant de Français adorent. J'aime pas ça. Nous allons ensuite avoir dans les ascomycètes les morilles. Morilles qui est excellent, c'est excellent les morilles. Nous avons les truffes et les levures, donc ça c'est les ascomycètes. Ensuite nous allons avoir donc un autre groupe qui va être les basidiomycètes. Donc les basidiomycètes, ça va être bolets, amanites, cèpes, ceux qu'on adore ramasser d'ailleurs. Et donc ça c'est les basidiomycètes. Et c'est parce que durant la reproduction, le mycélium va créer des basides, qui sont des cellules de reproduction spécialisées. Et ensuite, ces basides-là vont porter les basidiospores. Voilà, donc les basidiospores. Et ça qu'on peut observer normalement au microscope. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les basidiomycètes. Donc nous avons ascomycètes qui va être morille, truffe. Nous avons les basidiomycètes qui va être bolets, cèpes, amanites. Et nous avons un dernier groupe qui s'appelle les gloméromycètes, qui sont assez mal connus. Le cycle de vie est très mal connu des gloméromycètes. Mais à savoir que, très important, chiffre très très important, les gloméromycètes font la symbiose avec plus de 70% de la flore terrestre. Voilà. Ce qui est quand même assez énorme. Mais maintenant par contre je vais parler des intérêts que peuvent avoir les champignons. Et alors là ça devient tellement intéressant, mais de fou quoi. Vous allez voir, ça va être fort intéressant. Donc déjà j'ai expliqué à quoi ça sert. Déjà ça va aider les arbres. C'est un échange, ça peut faire des échanges mutuels avec les arbres, c'est ce qu'on appelle une symbiose. Donc là ça va être des champignons symbiotiques qu'on appelle. Mais tous les champignons ne sont pas symbiotiques. Hola chicos! Hola! Comment va? Ils peuvent aussi être des décomposeurs, donc c'est-à-dire ils vont décomposer du bois mort. Dès qu'il y a un bois mort, ils vont pouvoir se développer. Ou ils peuvent donc décomposer des feuilles mortes, etc. Donc ça veut dire que c'est des nettoyants un petit peu de la forêt. Sans eux, en fait, il y aurait beaucoup d'arbres qui resteraient là, tout simplement. Ce qui serait pas génial pour aller en forêt faire une petite randonnée, voilà. Mais ils peuvent être ensuite des tueurs d'arbres. Dans le documentaire, ils en parlent à un moment, qui va priver l'arbre de ses nutriments. C'est-à-dire qu'il va lui couper ses nutriments et donc l'arbre va mourir. Mais en quoi ils peuvent être utiles à nous? Ils peuvent être utiles, dans le documentaire, ils en parlent, dans l'agriculture. C'est-à-dire que, au lieu de tout simplement planter notre culture comme ça dans un champ, ils vont aussi y ajouter donc des champignons pour que les champignons apportent les minéraux aux plantes d'une manière plus simple, que ça fluidifie un petit peu le développement donc normalement ça améliore ce développement là. Nous allons direction la Chine. Je sais pas si vous aviez prévu ce matin d'aller en Chine, mais nous y allons ensemble et ça c'est encore plus plaisant. Allez, je vous laisse avec ce petit extrait, on va essayer de regarder 2-3 minutes, pas plus. Et peut-être dessiner l'agriculture de demain grâce aux champignons symbiotiques et leurs mycorhizes. Au sud de la province de Heilongjiang, son objectif, exploiter les pouvoirs de la symbiose des champignons au bénéfice des terres agricoles. Après des essais prometteurs en laboratoire, Baodong mène désormais une série d'expérimentations à grande échelle en vue de leur application dans la culture du riz. On a 3 parcelles expérimentales au total. L'une d'entre elles sert de contrôle, c'est-à-dire qu'elle n'a reçu aucun traitement. Les 2 autres ont, quant à elles, été inoculées avec des mycorhizes. Après plusieurs mois passés au contact de ces champignons symbiotiques, les chercheurs constatent les premiers signes d'amélioration sur la santé des plants de riz. Au contact des champignons mycorhiziens, le système immunitaire des plantes est renforcé. Les plantes améliorent leur capacité de résistance aux maladies et aux parasites. C'est bénéfique pour elles.
On veut utiliser les champignons pour diminuer notre dépendance aux produits chimiques, améliorer la qualité de nos sols et donc assurer une utilisation durable de ces ressources. Pour comparer, on a collecté un échantillon sur une parcelle non traitée, puis un autre échantillon qui provient d'une parcelle où les plants ont été inoculés avec des mycorhizes. Ici, c'est le contrôle, et celui-ci, c'est l'inoculé. On peut clairement observer une différence de croissance des plants de riz. Vous avez compris, donc déjà il dit que lui ça agit sur le système immunitaire des plantes. On parle de culture de riz, hein, mais ça peut marcher pour toutes les cultures. Et donc là on voit très clairement, donc là à gauche, vous avez le champ qui utilise les mycorhizes, et là vous avez le champ contrôle qu'il appelle, c'est-à-dire que là il n'y a pas du tout de mycorhizes qui ont été rajoutés, c'est pour comparer l'évolution. Et là après je crois qu'il parle du pourcentage de croissance qu'on gagne grâce aux mycorhizes et aux champignons du coup. Je crois qu'il dit que c'est 10% pour la culture de riz. S'élève à environ 10%. On mène aussi d'autres expériences dans lesquelles les résultats sont encore plus impressionnants. La production de coton a par exemple augmenté d'environ 60%. Qu'en pensez-vous? Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'amener ça en France? Après là c'est quand même encore en développement. Mais voilà, je voulais aborder ce point-là qui est quand même assez intéressant, et pourquoi pas qu'on puisse retrouver ça dans l'avenir en France et ailleurs dans le monde bien entendu. Nous avons plusieurs pollutions sur Terre, dont une qu'on parle assez souvent quand même, qui crée un continent supplémentaire, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Un continent qu'on peut retrouver dans l'océan, un continent de plastique. On retrouve du plastique partout. Dans l'océan, il y a des microplastiques qu'on va retrouver aussi dans toute la chaîne alimentaire, donc c'est-à-dire que si vous mangez un petit poisson, vous mangez du microplastique. Nous avons tous certainement du microplastique dans notre corps. Bon, maintenant c'est quand même compliqué de faire retour en arrière, ce qui va être, je pense, pour moi, impossible. Mais nous pouvons quand même agir pour que ça ne s'aggrave pas, tout simplement. Et nous avons des champignons qui peuvent être des décomposeurs de plastique grâce à une enzyme qui va manger le plastique. Je vous mets tout de suite le film pour expliquer tout ça. Dans les eaux salées, ils s'agrippent aux algues, aux carcasses d'animaux, s'incrustent dans les sédiments ou le bois des épaves. Rien ne leur résiste. Pas même des matériaux produits par l'industrie des hommes. La capacité de ces champignons à se fixer sur les déchets est au centre des recherches scientifiques de Sun Xiaomin. Ici, c'est propre. Mais dans les ports et surtout sur les plages, il y a beaucoup de pollution. Des bouteilles d'eau, des sacs en plastique qui se retrouvent dans la mer. Pendant votre plongée, vous devez récupérer tous les plastiques. Peu importe la profondeur, et plus ils sont sales et abîmés, mieux c'est. Ça signifie qu'ils sont là depuis longtemps. Soyez prudents surtout. Merci beaucoup. Le plastique est le fléau numéro 1 des écosystèmes aquatiques. Chaque année, des milliards de tonnes de déchets plastiques sont déversés sur notre planète. Ces détritus sont une sérieuse menace pour notre environnement. Une bouteille en plastique peut mettre jusqu'à 450 ans pour se désagréger complètement. L'échantillon qu'on a collecté semble être simplement rempli d'eau transparente. Mais chaque millilitre contient des milliers de cellules qui sont en fait des bactéries ou des champignons. Nous avons aussi trouvé un champignon particulier, capable de coloniser plusieurs types de plastiques différents. Ce champignon de la dégradation a été découvert par Sun Xiaomin en 2022. Il se nomme l'Alternaria alternata. Après une semaine, le plastique est encore assez complet. Mais au bout de 2 semaines, ça devient difficile de trouver des morceaux complets. Ils sont complètement dégradés. L'Alternaria alternata agit comme un scalpel. Il possède une enzyme capable d'attaquer plusieurs familles de plastiques. Il les dégrade et les transforme en source d'énergie pour sa propre croissance.
À l'avenir, à l'échelle industrielle, on ne mettra même plus les champignons en culture. Quand on aura isolé l'enzyme clé, on la modifiera grâce à une biotechnologie moléculaire et nous pourrons augmenter la vitesse de dégradation. 100 fois, 1000 fois, des dizaines de milliers de fois. Le temps de dégradation des plastiques sera infiniment raccourci. Dans un monde qui étouffe sous les déchets, ces champignons digesteurs ouvrent des perspectives vertigineuses. Un jour peut-être, ils contribueront à réparer nos erreurs. Si on peut utiliser ces champignons quand même pour dégrader tout ce plastique qu'on peut retrouver, fort intéressant. En tout cas, moi je trouve. C'est comme ça que commence The Last of Us. On va en parler du champignon qu'on retrouve dans cette série et ce jeu. On va en parler du cordyceps. Trêve de plaisanterie, est-ce que la solution n'est-il pas d'arrêter de consommer du plastique? Si, totalement. Ah, mais totalement. Si on n'agit pas que sur cette conséquence, en effet, il faut agir sur la cause, bien entendu, et diminuer notre consommation de plastique. C'est la première chose à faire. Hein. Mais là, ça serait agir du coup sur cette conséquence, parce que bon, même si on arrête aujourd'hui d'utiliser du plastique, il restera tout ce plastique dans la mer, ce 7e continent qu'on retrouve en océan. Donc il faut agir sur ça aussi. On en est loin encore de cette vie sans plastique. Moi-même, je suis entouré de plastique. Mais si déjà, dans notre quotidien, on essaie de diminuer cette consommation-là, chacun fait ses efforts, chacun fait avec ce qu'il peut aussi, hein, parce que bon, faire des efforts, c'est pas non plus donné à tout le monde, malheureusement. En tout cas, on essaie d'éduquer les gens vers ça aussi, parce que bon, l'éducation, il joue beaucoup. Dernier point sur lequel les champignons peuvent être utiles, c'est en médecine. Aujourd'hui, nous les utilisons en médecine. Par exemple, la pénicilline. Donc les champignons ont plusieurs casquettes, et des casquettes qui peuvent quand même nous être bien utiles à nous en tant qu'humains. Et donc on va parler du Cordyceps sinensis. Il y a une chance de l'apercevoir pour qui a l'œil. En général, on trouve des Cordyceps sinensis sur ces pentes inclinées, recouvertes de rhododendrons. Jetons un coup d'œil ici. Sun Tao, regarde, la partie supérieure de ce Cordyceps a déjà commencé à gonfler. On pensait que la sécheresse de cette année retarderait sa maturation. Regarde. Et grandit de ce côté. Oui, voilà. Voici donc le Cordyceps sinensis, un des champignons les plus chers du monde. En Chine, son prix peut parfois atteindre les 20 000 € le kilo. Et ce champignon n'est pas seul. Il est accompagné à sa base du corps momifié de la chenille de papillon dans laquelle il a élu domicile depuis une dizaine de mois. Il s'agit d'une larve de chenille Epialus baimensis d'hiver, qui a été infectée par le champignon Cordyceps sinensis. Une fois la larve contaminée par le Cordyceps, elle reste vivante pendant un moment. Quand elle devient raide, ça veut dire qu'elle est morte. Impressionnant le Le Cordyceps. professeur Yu Hong en a récolté 450 espèces différentes au cours de sa carrière. La plupart sont soigneusement conservées dans la collection de l'université du Yunnan à Kunming. Les Cordyceps sont de redoutables prédateurs qui parasitent les insectes. Lorsqu'une de leurs spores se dépose sur leur carapace, elle enracine ses filaments au plus profond de leurs muscles, prenant même parfois le contrôle de leurs mouvements et de leur comportement. Si les Cordyceps fascinent, ce n'est pas tant pour leur caractère meurtrier que pour leur potentielle propriété thérapeutique. Le Cordyceps sinensis a aujourd'hui prouvé ses effets grâce à la science moderne. Le Cordyceps est utilisé au niveau des canaux pulmonaires et rénaux pour traiter les maladies des poumons et des reins. C'est le seul champignon capable de faire ça. Les Cordyceps pourraient être une solution contre l'inflammation pulmonaire causée par les virus du rhume, du SRAS et de la Covid-19. Aujourd'hui, l'homme est incapable de les cultiver artificiellement à grande échelle, car ces champignons ne se laissent pas facilement domestiquer. Maintenant, je vais parler un petit peu de la morille. La morille, ils en parlent aussi dans le documentaire. Champignon qui lui pousse à la fin de l'hiver et qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, un ascomycète. Et là, on va tout de suite en parler grâce au film La morille. Culture de l'un des champignons sauvages les plus appréciés au monde. Ici, à l'abri des regards, pousse un véritable trésor. La morille. Les morilles étaient très chères auparavant, parce que toutes celles qui étaient vendues
étaient ramassés dans la nature. En tant que chercheurs, nous nous sommes dit, ce serait super de pouvoir les cultiver artificiellement. Cultiver la morille est en réalité un processus beaucoup plus complexe. C'est un peu comme jouer à Cupidon et orchestrer la rencontre entre un mycélium mâle et un mycélium femelle, avec l'espoir qu'ils donneront naissance à des fructifications. Mycélium mâle et mycélium femelle. C'est ouf. L'un est le mycélium paternel, l'autre est le mycélium maternel. Pour cultiver artificiellement une morille, nous devons mettre ces deux types de mycélium ensemble avant de les disperser dans le sol. Regardez un peu la taille de cette morille. Elle mesure presque 20 cm, ou au moins une bonne quinzaine de centimètres. T'es mal la taille de la morille. La morille, oh là 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 là, elles sont énormes. La Chine produit 80 tonnes de morilles par an. Cette récolte reste limitée, comparée aux plus de 2 millions de tonnes de champignons de Paris produites chaque année à l'échelle mondiale. Donc ça s'appelle L'Esprit de la forêt, les champignons, ça c'est le nom de la vidéo. Et sinon c'est fait par Scarblown Animation. Moi j'adore partir à la cueillette. Si, en vrai, je vous jure, ça va être intéressant. Déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est ni un animal ni un végétal. Ces petits cons ont besoin d'un règne à part, rien que ça. C'est ce qu'on appelle la fonge. D'ailleurs, flemme d'expliquer pourquoi, mais biologiquement, ça se rapproche plus d'un animal que d'un végétal. Genre, déjà, juste cette info. Moi je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Voilà quoi, c'est abusé. C'est un peu perturbant quand même, petit champi. Qu'est-ce que tu branles? Et puis bon, faut se dire que ces petites choses, elles peuvent faire pas mal de trucs. Elles peuvent vous transcender de façon culinaire, tout comme vous faire halluciner, vous empoisonner, vous faire chier tout ce que vous avez, ou même simplement vous tuer jusqu'à l'ultra mort. Certains sont exquis, comme la malice des Césars. D'autres, comme le bolet amer, peut simplement vous gâcher un plat entier juste avec un tout petit bout. Trop drôle, parce que c'est dégueu. D'autres sont toxiques, d'autres sont mortels, et d'autres n'ont, je cite, qu'un intérêt culinaire nul. Ça me fume de rire ça. Genre tu manges ce champi et juste ça fait genre rien. Les champignons peuvent aider ou tuer des arbres, ils peuvent contrôler des êtres vivants, dépolluer des zones. Ils sont présents dans la forêt mais partout ailleurs aussi et même dans votre corps. C'est pas les mêmes qu'en forêt mais c'est des champis quand même. Et en termes d'espèces, des champis, il y en a des simples, des pas simples, des bleus, des rouges, des verts. Dès qu'ils changent de couleur quand on les coupe, il y en a des complètement dingues, comme les doigts du diable qui sortent de terre. Le bolet de Satan qui lui, si vous le voyez, ne le ramassez absolument pas, il ne se mange pas, il est toxique. Dès qu'il change de... Donc c'est important. Ça c'est le bolet à pied rouge. Moi j'en ai ramassé un il y a quelques temps. Bolet à pied rouge qui est considéré comme excellent culinairement parlant. Mais il faut faire attention parce que si vous le ramassez, il faut quand même le cuire minimum 20 minutes. Parce que sinon il peut être un petit peu toxique, il peut vous faire des petits maux d'estomac. Et ensuite, en effet, comme il dit, si vous le coupez, il peut devenir bleu. Couleur quand on les coupe, il y en a des complètement encore le cœur de sorcière, très bizarre. Des champignons qui me mettent un peu mal à l'aise, genre ceux-là qui saignent, ou encore ce genre de choses. Mais il y en a aussi des très beaux comme l'hydre hérisson ou le satyre voilé, qui en poussant, voilà, c'est abusé. Et pour finir, il y a cette merveille qu'on appelle communément la pleurote de l'olivier. Et là, vous vous dites que c'est de la merde, mais figure-toi que ça brille dans le noir, ce truc. Voilà, c'est fou et... Très sympa. N'hésitez pas à aller voir tout ce qu'il fait. J'en ai regardé quelques-unes du coup depuis que je l'ai découvert et c'est vraiment très sympathique. Donc c'était une question qui m'a été posée, c'était comment était testée leur comestibilité à l'époque. J'ai fait quelques recherches par rapport à cette question. Très dur d'en trouver la réponse, de toute manière on peut pas réellement savoir. Mon hypothèse à moi c'est que de toute manière il fallait bien les goûter. Mais je me dis que potentiellement c'est à la fois... on a vu des animaux faire ça. On s'est dit, pourquoi pas nous, à l'époque. Il y a dû y avoir, bien entendu, des personnes qui sont décédées, c'est sûr. Attention, disclaimer, des images peuvent peut-être vous déranger, parce que il y a une sorte de momie. Vous êtes-vous déjà demandé qui étaient les premiers hommes, les plus téméraires, qui pour la première fois ont osé les toucher, les avaler, quitte, pour les plus malchanceux, à y laisser la vie? L'un de ces pionniers s'appelle Ötzi. Il vivait il y a plusieurs millénaires, au temps de la préhistoire, découverte dans un glacier des Alpes en 1991. Ötzi était au milieu de sa quarantaine. Il a vécu il y a plus de 5000 ans. Ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement la momie elle-même, mais aussi les vêtements et l'équipement qu'elle avait sur elle. Ötzi avait en sa possession 2 champignons qu'il avait soigneusement liés à une lanière de cuir. Ces champignons se sont révélés être 2 morceaux de polypore du bouleau. L'un des 2 champignons présente des marques de coupure. Il semblerait donc que Ötzi les ait coupés, soit pour les manger directement, soit pour les faire bouillir dans de l'eau afin d'en boire le bouillon.
En revanche, on a trouvé des œufs de Trichuris trichuria dans son ventre. Celui-ci provoque des crampes d'estomac et des diarrhées. Mais Ötzi avait sur lui le polypore du bouleau pour lutter contre ces vers. Ce champignon a un effet antiparasitaire. Il l'a donc probablement utilisé pour combattre ces parasites. Ötzi est la plus ancienne preuve de l'utilisation de ce champignon. Mais peut-être aurons-nous la chance de faire de nouvelles découvertes dans le futur et de trouver un lien encore plus ancien. Un des premiers hommes à avoir mangé un champignon. Et c'était un polypore du bouleau, antiparasitaire. Et il semblerait que lui, il avait des parasites. Donc, il devait certainement savoir, donc il y avait déjà de la médecine avec les champignons, savoir que ce champignon lui soignait un petit peu ce parasite, en tout cas intestinal. Donc c'est hyper intéressant. Donc là, il vient de parler en fait d'un champignon qui s'attaque directement aux arbres, c'est le champignon Armillaria. Si les arbres se régénèrent ici et entrent en contact avec certaines de ces vieilles racines putréfiées, ils seront infectés. Donc, le champignon se répand sur tout le site. Il se déplace lentement dans la forêt, tuant les plus vulnérables ou les plus affaiblis. Les équipes de Michael McWilliams ont dressé une cartographie des zones ravagées en prélevant des échantillons à de multiples endroits. Les analyses ADN démontrent que tous les prélèvements proviennent d'un seul et même individu qui se propage année après année. Un seul individu. Et ce même champignon mange un arbre ici, un arbre là-bas et un autre arbre là-bas. Donc, si vous additionnez tous ces petits filaments de mycélium, vous obtiendrez, en poids et en volume, le plus gros organisme du monde. L'Armillaria ravageur de la forêt de Malheur détient le record du plus grand organisme vivant connu au monde. Dans l'Oregon, ce champignon est présent sur une surface de 10 km² de forêt. Donc à retenir, c'est le fait que c'est l'individu le plus grand au monde en fait, tout simplement. Allez, ciao ciao tout le monde, je coupe maintenant. Je vous souhaite un bon dimanche, bisous bisous.